votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. L'Union africaine se détourne du Burundi. Le 26e sommet de l'Union africaine donc a décidé de ne pas intervenir militairement au Burundi, choisi par ses pairs. C'est le Tchadien Idriss Déby qui prend la présidence tournante de l'Union. En Ouganda, le premier bus solaire africain, Kayula, c'est son nom, un bus solaire de 35 places destiné au transport urbain a été créé en Ouganda. Décrit par son concepteur comme le premier en Afrique, il a été présenté à Kampala, la capitale ougandaise, par Kira Motors. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, nous nous pencherons durant tout ce mois de février sur l'entrepreneuriat chez les migrants, notamment le cas de ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Nous essayerons de comprendre si cela semble facile, comme on a l'impression aujourd'hui d'être entrepreneur que d'être simple employé. Pour ce magazine, nous aurons donc les témoignages de certains chefs d'entreprise issus de la diaspora africaine. Voilà pour le sommaire, le développement de toutes ces nouvelles notes dans quelques instants. Tam-tam tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. C'était donc Nebo Tesley qui chantait la diversité. Nous allons directement sur le continent. L'Union africaine s'est détournée du Burundi. Après 2 jours d'après négociations sur le dossier burundais, le 26e sommet de l'Union africaine s'est clôturé dimanche dernier. Elle n'enverra donc pas de soldats dans ce pays. En décembre dernier, pourtant, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en avait voté le principe. Il envisageait donc d'envoyer une force de 5000 hommes, la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, la MAPROBU, pour enrayer la spirale de violence qui frappe ce pays depuis le mois d'avril. Depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé se représenter pour un 3e mandat alors que la Constitution n'en prévoit que 2. Retour donc à Lyon pour annoncer cette soirée d'expression du monde qui se tiendra demain mercredi 3 février 18h à 22h. Ce sera à la maison des étudiants ici à Lyon, c'est au 25 rue du Jaboulet. De quoi s'agira-t-il précisément? Nous sommes en ligne avec Guilhem, qui est professeur de langues africaines. Ce qui est intéressant, c'est que Guilhem il est un blanc aux yeux bleus, comme on le dit souvent, et il enseigne le Wolof, ce qui nous a beaucoup intéressé de comprendre comment se trouve que Guilhem aujourd'hui enseigne toutes ces langues pour en savoir davantage. Il est en ligne avec nous. Guilhem, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très très bien. Écoute, on est dans les bouclages pour notre soirée de demain, donc voilà, donc c'est un peu toujours chaud au dernier moment, mais écoute, ça se passe très bien. De quoi s'agira-t-il précisément demain soir? Alors l'objectif pour nous, c'est de faire découvrir les cultures du monde. Donc on travaille avec des associations étudiantes, une trentaine d'associations étudiantes qui représentent un certain nombre de continents, et on essaye de valoriser ces cultures-là à travers un village du monde où l'idée c'est de connaître l'autre, à travers effectivement des débats, de la nourriture, et puis de la danse et du conte. D'accord. Voilà. Et, Guilhem, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque je vous ai rencontré, j'ai découvert que vous enseignez le Wolof. Oui, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'enseigne le Wolof. Alors, où l'avez-vous étudié, Guilhem? Alors, moi, ça fait 13 ans que je vis entre Lyon et Dakar. Donc, effectivement, pour moi, la première chose que j'ai compris quand je suis arrivé à Dakar, c'est qu'effectivement, il fallait parler la langue du pays pour pouvoir communiquer, pouvoir comprendre les gens, pour pouvoir faire partie, on va dire, de la société. Et donc très rapidement, alors au début, on écrit sur un bout de papier les petits mots qu'on entend, et puis très vite, on commence à parler, on commence à discuter, au moins on est sur des petites salutations, et puis petit à petit, on augmente son niveau. Donc voilà, comme là, ça fait 13 ans de relation, 13 ans d'aller-retour un peu constante chaque année, 2 mois, 3 mois, 4 mois au Sénégal, effectivement, voilà. Et puis il y a 3 ans, on m'a proposé d'enseigner, parce que j'écrivais déjà, je lis beaucoup en Wolof et j'écris beaucoup en Wolof aussi. J'écris surtout des contes et du slam. Et donc voilà. Et donc là, mes amis sénégalais m'ont dit, ça serait bien que tu enseignes. Et donc j'ai commencé à enseigner le Wolof à Lyon. Alors, vous l'enseignez à qui? Aux étudiants sénégalais ou alors à ceux qui ne sont pas du Sénégal? Non, alors il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas sénégalaises, donc souvent des personnes en couple avec des Sénégalais, et puis aussi des personnes qui font des voyages avec le Sénégal assez souvent. Et puis il y a aussi toute une population de jeunes issus de l'immigration sénégalaise en France, des Français, mais d'origine sénégalaise, qui souhaitent renouer, on va dire, ou connaître la langue Wolof, parce qu'ils ne sont pas forcément d'origine Wolof. Donc qui viennent pour en apprendre. Donc, elles vont être d'origine sénégalaise, mais de culture diola ou de langue diola, mandingue ou poulard par exemple. Et comme effectivement le Wolof est la langue d'un peu de partage au Sénégal, ils souhaitent avoir cette base-là et connaître cette langue. Et puis souvent ils sont allés 1 mois, 2 mois dans leur vie au Sénégal, ils n'ont pas forcément passé des années là-bas, juste pendant des vacances scolaires où ils sont partis avec leurs parents. Et là, voilà. Et donc j'ai des enfants de 12 ans, comme j'ai des personnes de 18 ans, des personnes du plus jeune, ça va de 12 ans jusqu'à 65 ans. D'accord, Guilhem. Ce qui est assez intriguant pour moi, c'est de constater que c'est vous qui l'enseignez et non des Sénégalais. Et je pense que c'est même plus... Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une différence. Ça veut dire que les Sénégalais, le problème, la difficulté, c'est qu'ils n'ont jamais appris leur propre langue. Ils la parlent très très bien, beaucoup mieux que moi d'ailleurs sur un certain nombre de choses. En termes de vocabulaire, mais moi je l'ai appris, donc je me suis questionné où était le sujet, le verbe, le complément, quelles étaient les différentes formes, etc. Et moi je suis capable d'expliquer à quelqu'un assez rapidement comment maîtriser au moins la base pour saluer les gens, pour pouvoir
à connaître une syntaxe de base pour pouvoir échanger dans la langue. Parce qu'effectivement, un Sénégalais, si on lui demande comment on dit ça, il aura du mal à décortiquer la langue, à l'expliquer, parce qu'il l'a pas apprise de manière, je dirais, scolaire. Il l'a apprise par transmission orale. Et donc, c'est là où est toute la différence. Moi, je l'ai apprise effectivement aussi beaucoup dans les livres, parce que au-delà de mes expériences là-bas, c'est aussi, surtout, essentiellement, par des bouquins aussi que j'ai pu lire en même temps que ma pratique orale. Et donc j'ai eu le temps d'étudier et de m'intéresser effectivement à la syntaxe. Alors, concrètement, de quoi s'agira-t-il demain ? Voilà, donc demain c'est une grosse soirée et puis plus spécifiquement, on fait l'ouverture de l'école des langues africaines en plus. Donc demain, on aura un cours d'initiation au Lingala. Donc pour nous, c'est assez important. Donc ça sera notre premier cours donc de 7 cours de langue africaine qu'on va proposer, du Lingala en passant par le Peul, le Mandingue pour l'Afrique et le Wolof pour l'Afrique de l'Ouest, le Lingala pour l'Afrique centrale, et pour l'Afrique de l'Est, on propose le Swahili, le Kina, Rwanda et l'Amharique. Donc voilà, donc là sur 2 mois, et demain ça sera la première séance aussi d'initiation qui rentrera dans cette soirée d'expression du monde, où l'idée c'est qu'effectivement tout le monde puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger et partager sur nos cultures, et donc voilà, ça sera vraiment un moment à la fois festif mais aussi d'apport de connaissances sur les langues, par exemple avec ce cours d'initiation sur le Lingala, mais aussi avec des quiz, avec des jeux de connaissances des pays et d'interculturalité. Merci beaucoup donc à Guylain pour toutes ces informations. Donc rendez-vous est pris pour donc demain soir. Ce sera donc à la Maison des étudiants de Lyon. C'est au 25 rue du Jaboulet. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Nous repartons donc sur le continent africain via les ondes. C'est une proposition en faveur du retrait des pays africains de la Cour pénale internationale faite par le président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a été adoptée à la fin du sommet de l'Union africaine dimanche dernier à Addis Abeba. Monsieur Kenyatta a proposé à ses pairs du continent de préparer une feuille de route censé aboutir au désengagement des pays africains du statut de Rome par lequel la CPI a été instituée. Selon le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, le nouveau président en exercice de l'OUA, la proposition kenyane repose sur le sentiment que la Cour pénale internationale cible notamment les dirigeants africains. La CPI a abandonné ses poursuites contre Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto, qu'elle soupçonnait d'être les principaux instigateurs des violences consécutives aux élections générales de 2007 au Kenya. Ces violences avaient fait plus de 1000 morts et près de 3000 déplacés. L'Ivoirien Laurent Gbagbo, âgé de 110 ans, est donc le premier ex-chef d'État à comparaître devant la CPI. Donc, rappelons donc au 4e jour du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, l'avocat de l'ancien responsable des jeunes a assuré que son client est un homme de paix. Charles Blé Goudé n'est pas un général de la rue, dit-il, c'est un homme qui a essayé d'arrêter la violence, a affirmé son avocat dans sa déclaration liminaire. C'est un homme de paix, un pacifiste dans l'âme, a-t-il ajouté, assurant qu'il était même considéré comme trop pacifiste, trop comme Martin Luther King. Maître Knoops a ajouté que son client ne pouvait faire partie d'un plan commun présumé. Il a essayé d'unifier son peuple, d'appeler au dialogue. Charles Blé Goudé avait au contraire entamé le dialogue avec la communauté musulmane présumée pro-Ouattara, a assuré Maître Knoops, montrant notamment les vidéos des rencontres électorales avec son client. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Congossa détruit tant de relations. Mon frère, ma sœur, arrêtons de subir. Combattons le Congossa avec le Lalor. C'est parti. Une pensée particulière à ma maman chérie. Maman Odile, la mère de tout le monde, celle qui a tant fait pour les gens. Ah oui, c'est une femme de cœur.
vie, occupe-toi de ta vie, ne t'occupe pas de ma vie. Ne me parle pas, arrête ça. Du commérage. On retrouve donc dans ce studio 11.5 de Radio Pluriel. Nous mettons depuis la ville de Saint-Priest. Avant le Love, donc, nous étions au niveau de la Côte d'Ivoire, sur la côte ouest africaine, où effectivement, on nous rappelle que depuis près de 5 ans, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont aujourd'hui incarcérés à La Haye. Ils sont depuis le 28 janvier dernier devant leur juge. Cela durera 3 mois. Nous allons rentrer directement dans la partie réservée donc au débat radiophonique. Nous allons essayer de comprendre durant tout ce mois s'il est facile d'entreprendre, pourquoi beaucoup d'Africains semblent s'improviser chef d'entreprise que à la place d'être simplement un employé. On est déjà en ligne avec notre consultant en la matière, il s'appelle Henri Gaston Doumbé. S'il est bien là comme l'a indiqué, Henri Gaston Doumbé, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être disponible à nous éclairer sur l'entrepreneuriat. Henri Gaston Doumbé, je pose la question simplement comme cela. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'entreprendre en France? Est-ce qu'il est facile d'entreprendre? Oui, il est tout à fait... s'il faut regarder sur le plan administratif, il est facile de se rendre à la Chambre des artisans et des métiers ou à la Chambre de commerce et puis s'y matriculer en tant qu'entrepreneur sur ce fait-là. Alors, pourquoi apparemment, j'ai bien apparemment, nous aurons l'occasion effectivement de comprendre ce soir avec certaines de jeunes chefs d'entreprise issus des diasporas africaines qui entreprennent, pourquoi apparemment cela semble être fait dans l'improvisation? Oui, peut-être, vous avez d'ailleurs évoqué cette notion de semble être fait dans l'improvisation, je ne sais pas. Moi, je suis chef d'entreprise et l'entreprise que je dirige aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'a pas été conçue dans une notion d'improvisation. Et c'est vrai que au regard de la communauté afro-caribéenne, pour parler de celle-là, lorsqu'elle s'engage à entreprendre, il y a certaines conditions qui ne sont pas remplies. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces entreprises ne mettent pas plus de temps que ça, parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas remplies. Il y a bon nombre d'entre nous aussi entreprennent avec des assises assez existantes qui permettent à ce que que l'entreprise puisse avoir une certaine viabilité. Henri Doumbé, mais quand on vous entend, quand même, les choses semblent claires, telles que vous les présentez. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait par exemple un tour, nous sommes à Lyon, comme nous habitons de Lyon, effectivement, nous allons commencer notre mini-enquête sur la place lyonnaise, dans la zone dite la zone de la Guillotière, où on retrouve aujourd'hui beaucoup, voilà, d'épiceries, d'alimentation ou de salons de coiffure, dont les tenanciers sont les personnes issues des diasporas africaines ou afro-caribéennes à Lyon. On a l'impression que c'est plus par mimétisme. Qu'est-ce qui cause cela? À votre avis, bien entendu. Ceci étant, il faut bien faire une différence entre un entrepreneur de prestataire de services et un entrepreneur commerçant. Entre prendre un local et mettre des produits cosmétiques ou des produits alimentaires et attendre une population qui passera par là parce que c'est une zone où la population émigrée Afrique subsaharienne se présente le plus, et venir faire ses achats par rapport à la notion nostalgique que nous avions déjà évoquée sur nos habitudes alimentaires qui représentent 85% de la population, sur le principe de la nostalgie du continent qui nous a vu naître. C'est un fait. Maintenant, être une entreprise de prestataire de services, comme par exemple la nôtre Dolic, qui est une entreprise de nettoyage, ou alors une entreprise d'informaticiens, ou alors des ingénieurs en travaux publics ou en travaux du bâtiment, c'est autre chose. Ce sont des entreprises qui ont besoin, d'une part, de remplir un certain nombre de conditions, ceci étant avoir un local, avoir un personnel souscrit aux obligations trimestrielles de l'USAF, de prévoyance, des retraites, avoir un comptable, qui remplit convenablement des conventions liées aux entreprises, être suivi par une banque, avoir une flotte automobile. Donc il y a beaucoup de conditions qui relèvent des entreprises, je vais dire, qui existent dans tout leur sens et dans toute l'architecture, contrairement à ce qu'on pourrait dire d'un magasin qui ouvre sur le pas de la Guillotière. Pourquoi ce qui nous intéresse durant ce mois, c'est-à-dire essayer de comprendre effectivement pourquoi cela semble se faire dans l'improvisation. Vous qui êtes aujourd'hui, vous avez l'avantage aujourd'hui d'être une personne qui a quand même de l'expérience dans l'entrepreneuriat pour ce que vous faites, et aussi d'avoir quand même des outils dans ce qui est les stratégies de marketing. Oui. En ce début de mois, que conseilleriez-vous à ceux-là qui souhaitent entreprendre? Je crois que nous avons déjà parlé de ce genre de... Bien entendu. Bien entendu. Un ami. Il y a 2 ans. Il faut déjà évoquer un simple fait, c'est que un Africain, pour parler parce que c'est de ça qu'on veut parler, un Africain n'a pas simplement vocation à vendre de la tchéké.
Un Africain peut vendre Il autre chose. n'y a pas de mal quand même. Oui, il n'y a pas de mal. Je veux dire, il n'y a pas de mal, mais je veux dire que c'est dans cette vocation-là. À Lyon, on trouve par exemple pas des Africains qui ont par exemple un kebab. Ça, c'est un fait, mais pourtant on en mange. Donc c'est simplement le fait de dire que quand on veut devenir entrepreneur, c'est parce que quelque part déjà on a une fibre d'entrepreneuriat. C'est où je vous rejoins lorsque vous parlez de des improvisations. Lorsqu'on n'a pas cette fibre, ajouter à cette fibre d'entrepreneuriat, il faut ajouter des compétences et surtout de la volonté. La volonté de pouvoir développer son activité. Lorsqu'on n'a pas cette fibre, on n'a pas cette compétence et on n'a pas cette volonté, il est tout à fait normal de faire dans ce qu'on appelle la copie. On appelle ça de l'imitation. Et imiter entraîne l'imitation. Lorsqu'on imite, on se limite très vite. C'est ainsi que lorsqu'on a vu un frère lambda ouvrir tel magasin ou tel restaurant, nous aussi on va ouvrir parce qu'effectivement il faut qu'on fasse comme lui. On va retirer et pourtant on fonctionne avec la même population. Un coup ils viendront boire de l'autre côté, un autre coup ils viendront boire ailleurs. Simplement, il faut aussi qu'on assimile le fait comme quoi les entrepreneurs de la communauté africaine ne se retrouvent pas du côté de la guillotière forcément. Voilà, les grands cabinets d'avocats. Monsieur Dirasouba ne se retrouve pas à la guillotière, Maître Mbida ne s'y retrouve pas. Henri Doumbé, excusez de vous couper, mais cela aussi, on va dire qu'il ne crée pas aussi beaucoup d'emplois. Oui, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a deux types de structures. Monsieur Dirasouba, il en crée puisqu'il est dans des services d'aide à la personne. Moi, j'en crée. Cette année, on a fonctionné avec 18 employés. Donc, automatiquement, l'année prochaine, cette année 2015, je veux dire, qui s'achève et dont les bilans vont sortir dans les 2-3 mois qui suivent parce que la législation nous permet de déposer nos bilans au plus tard, bref, du moins au mois de mars. Mais, je fais de l'année 2016, on va embaucher d'autres personnes. Mais je vais évoquer le fait comme quoi il y a des structures qui créent de l'emploi et ces structures ne se trouvent forcément pas au niveau de la guillotière. Parce que si on veut ratifier, si je me permets, le côté de la guillotière, il faut aussi savoir ceux qui travaillent dedans, sont-ils légalisés? Sont-ils légalement constitués au niveau des USAF? Voilà un peu toutes ces questions. Henri Doumbé, on va essayer d'y répondre durant les mardis de ce mois. Restez avec nous. Nous allons prendre quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Il s'agit de Vivien Gatiosi. Bonsoir. Oui, bonsoir Juvenal. Merci de répondre à notre invitation. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique ce mois, nous intéressons effectivement à l'entrepreneuriat des populations issues des diasporas africaines. Et la question que je vais vous poser, c'est laquelle naturellement Henri Doumbé a répondu tout à l'heure, c'est de comprendre pourquoi ces populations semblent, pas toutes, mais je dis bien celles qui, prenons le cas, celles qui sont dans la zone dite de la guillotière, puisque nous sommes à Lyon. Dans cette zone où on retrouve également beaucoup de magasins dont les tenanciers sont issus de cette diaspora-là, pourquoi semble-t-elle créer des entreprises dans ce qu'on appelle l'improvisation? Oui, c'est vrai, comme le disait en fait l'auditeur qui est en ligne. Il s'appelle Henri Doumbé. Henri Doumbé, donc l'entrepreneuriat en fait, c'est une démarche qui ne s'improvise pas. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté déjà en fait avant de s'engager dans l'entrepreneuriat, il faut avoir un savoir-faire. Donc quand on dit savoir-faire, c'est-à-dire il faut avoir un métier. Donc il faut savoir faire justement soit de la restauration ou éventuellement, je veux dire, du service à la personne, éventuellement de la mécanique. Et en plus justement d'avoir ce savoir-faire, il faut être également en capacité justement d'avoir justement les compétences de gestionnaire. Donc c'est un double métier en fait entrepreneur. Donc c'est un savoir-faire et éventuellement un savoir-faire dans le domaine justement de la gestion. Et donc la problématique que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, je vais pas dire en fait issus, je veux dire des minorités divisibles en fait. Donc puisque nous sommes en train de parler en fait je veux dire la communauté africaine ou la communauté afro, c'est vrai que les problématiques qui sont le plus souvent rencontrées, c'est justement ce manque de compétences au niveau justement du métier qui va faire l'objet du projet d'entreprise, et également une insuffisance au niveau justement de la connaissance des outils qui permettent justement le pilotage en fait de l'activité économique. C'est vrai que quand on a déjà la première compétence qui est celle justement du métier, on peut également, je veux dire, se faire justement accompagner dans le domaine justement de l'acquisition des compétences de gestionnaires qui vont être cet élément, je veux dire, différenciant qui permettent justement de piloter, de rendre pérenne son activité. Alors, pour donc compléter ma question, pour votre cas, par exemple, vous qui êtes quelqu'un qui accompagne effectivement ceux qui veulent créer ou ceux qui sont dans la création, pouvez-vous nous rappeler précisément votre fonction aujourd'hui, Vivien Gatiosi?
C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille dans une collectivité, donc j'ai en fait pour mission justement de travailler en amorçage de projet pour les personnes qui ont, je vais dire, cette envie de création d'activité. Donc je suis un peu le premier maillon de la chaîne en fait du parcours de la création d'activité. Et donc je suis amené à travailler avec également tous les professionnels qui vont intervenir tout au long du processus en fait de création d'activité pour les porteurs d'idées de projet. Donc étant donné que l'entrepreneuriat c'est un processus, c'est un parcours, donc il est jalonné d'un ensemble d'étapes, et ces étapes nécessitent en fait de mobiliser un ensemble de compétences en fait, que ce soit technique, pour se faire accompagner. Alors, Vivien Gatuidi, mais pourquoi, apparemment, ceux qui créent ne passent pas toujours par vous? C'est vrai que la création d'activité n'a pas une seule, on va pas dire qu'il y a une seule façon, je veux dire, de devenir entrepreneur ou un seul parcours. Hein, donc, Vivien Gatuidi, je reprends ma question. Je veux dire, par vous, je veux dire, par les structures qui sont aptes à pouvoir leur apporter de l'accompagnement, par exemple. Ça peut être une problématique en fait d'information, ou ça peut être également dû simplement au fait que les personnes qui souhaitent entreprendre ont suffisamment d'outils et de bagages pour pouvoir aller directement à la création. Donc très souvent, les personnes qui créent par défaut justement d'accompagnement sont celles qui ont justement cette insuffisance d'informations relative en fait aux dispositifs qui existent pour pouvoir justement les accompagner dans la démarche. Mais est-ce que c'est une garantie aussi? C'est pas une garantie, mais c'est simplement c'est un moyen également de limiter en fait la prise de risque. Hein. Donc c'est vrai que être accompagné, les statistiques le démontrent aujourd'hui. Donc une entreprise sur deux meurt au bout de 3 ans pour celles qui ne sont pas accompagnées, alors que 2 sur 3 arrivent justement à pérenniser leur activité pour celles qui sont accompagnées. Donc les statistiques sont parlantes. Donc on a plus de chances justement de pérenniser son activité quand on est accompagné justement dans sa démarche de création d'activité. Merci à Vivien Gatuidi d'avoir porté ton éclairage pour nos auditeurs. On espère vous retrouver très prochainement, Vivien Gatuidi, et on se tourne de nouveau vers Henri Doumbé, si vous êtes toujours là. Oui, je vous écoute. Quand on crée, on a plus de chances de pouvoir avoir une entreprise qui tienne la route, une entreprise, on va dire, voilà, qui pérenne. Mais c'est pas une garantie quand même. Oui, c'est vrai que c'est pas une garantie. Et puis quand on parle d'accompagnement, c'est évidemment comme des structures, comme il a évoqué, où lui il travaille, c'est à la portée et c'est à la disposition de tout le monde. Mais il y a aussi de l'accompagnement qui relève du plan financier. Et lorsque, par exemple, on s'adresse donc au niveau des banques, ce n'est forcément pas toujours évident. Donc l'accompagnement, du moment où ça reste purement administratif dans la conception de son business plan, dans l'évolution de son projet, dans les études de marché, oui, ça c'est un fait. Mais non, lorsque ça parle maintenant sur le plan de l'accompagnement financier, c'est autre chose. Dans votre cas aujourd'hui, on suppose que vous êtes à l'aise. Alors, ça suppose que un entrepreneur tel que vous aujourd'hui a plus de chances de tenir le temps. Oui, peut-être parce qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui se loupe déjà 2 ou 3 fois. Moi, je me suis foiré 2 ou 3 fois dans des entreprises, et aujourd'hui, je pense que je suis assez outillé pour déjà comprendre comment ça fonctionne. Peut-être il faut dire quelque chose de vrai. C'est qu'en France, il y a de manière administrative sur le plan financier, quelque chose qui désespère et qui pousse les petites entreprises à mourir. Ça, c'est une évidence. Et c'est quoi? Lorsque vous avez l'URSSAF, la prévoyance de la retraite à payer par trimestre, et qu'un client vous paye 15 jours, fin du mois, 45 jours, donc un client vous paye pratiquement 60 jours plus tard, la paye d'un client. C'est légalement constitué par l'État. Et vous avez des payes de l'employé à faire tous les mois. Si vous n'avez pas de trésorerie, c'est sûr que vous n'irez pas bien loin. Donc, c'est d'ailleurs la notion pour laquelle M. Macron voudrait revenir sur cette reformulation, parce que seules existeront les grosses entreprises qui ont ce qu'on appelle des gros découverts au niveau des banques. Et si vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas de découvert, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas continuer, parce que à la fin du mois, il faut payer les salariés, et pourtant le client va vous payer 60 jours plus tard. 60 jours plus tard, c'est déjà bien au-delà de votre fonctionnement. Pour dire les choses clairement, vous avez quand même des outils dans le domaine du pilotage en termes de marketing. Oui, mais c'est comme on évoquait la création d'une entreprise ne suffit pas. S'il faut peut-être parler sur le regard de ma vision en tant que consultant, il faut aussi avoir ce qu'on appelle la stratégie de développement de son CA et de la croissance.
Et d'où on installe une notion de réseau. Aujourd'hui, des entreprises se développent en fonction de leur territoire réseau. On se lève pas un matin, on crée une entreprise de X activités à Lyon parce qu'on trouve... Non, c'est parce que quelque part on a développé à Lyon, ou on compte développer, ou on estime qu'on pourra développer un réseau pour pouvoir travailler de manière fusionnée. Vous n'arrivez pas dans une entreprise comme ça, de toute façon, ce sera une fois sur 1000 que vous pourrez arriver dans une entreprise et qu'on vous ouvre des portes. Déjà, pour vous recevoir, les entreprises aujourd'hui sont en train de se planifier ce qu'on appelle sur des digicodes. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, vous n'arriverez plus dans une entreprise si vous n'avez pas pris un rendez-vous. Et pour prendre un rendez-vous, il faut téléphoner. Et pour qu'on vous donne un rendez-vous, il faut qu'on sache qui vous êtes et qui vous a envoyé. C'est du réseau. Très bien. Restez avec nous, Henri Doumbé, autant pour moi. Il y a Sénan Essek Boulouko qui me fait signe qu'il y a l'autre consultant. Viens Gatouzi. Très bien. Viens Gatouzi, vous êtes toujours avec nous. Oui. Est-ce Donc, que... je voulais également intervenir en fait sur ce que j'ai entendu de la part de M. Henri Doumbé. Allez-y. Concernant justement l'accompagnement financier ou l'accompagnement administratif. Donc c'est vrai que pour revenir justement à la définition du parcours de l'entrepreneur, en fait, on peut être accompagné à plusieurs étapes en fait de son processus en fait de création d'activité. Donc c'est-à-dire que la dimension en fait financement, c'est une étape en fait du parcours. Et pour pouvoir justement être en capacité à avoir les arguments justement pour convaincre en fait le banquier ou éventuellement le partenaire financier, il y a besoin justement d'un dossier qui est justement alimenté par un ensemble d'éléments qui sont issus en fait des hypothèses qui ont été posées dans le cadre justement du projet d'entreprise. Donc c'est pas une improvisation. Donc c'est-à-dire que la dimension recherche de financement est une étape du parcours. Et donc cette étape en fait ne peut être efficace que si on a préalablement justement mobilisé un ensemble d'éléments qui vont constituer l'argumentaire permettant justement de justifier l'intérêt pour justement le financeur à venir dans notre projet ou à prendre le risque avec nous. Donc ramener en fait le processus de création à la dimension financement comme étant la plus importante, je ne dirais pas ça parce que si on prend simplement l'exemple en fait du corps humain, est-ce que la tête est plus importante que le cœur ou que les jambes? Je pense que tous les membres en fait de notre corps ont une fonction essentielle. Donc l'importance justement du financement, c'est en fait, mais c'est pas justement le seul élément important pour justement la vie ou l'existence d'une entreprise. Donc c'est un ensemble de membres en fait qui ont une importance justement dans le cas justement de la viabilité et de la rentabilité potentielle de notre projet d'entreprise. Donc c'est vrai que l'habilité simplement au financement, je pense que c'est un peu léger. Henri Doumbé, que répondez-vous à ce que dit Viens Gatouzi? De toute façon, je pense que M. Gatouzi est dans son élément professionnel. Donc automatiquement, il est dans l'accompagnement et c'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas faire le distinguo entre l'étude de marché, par exemple, et l'étape de financement, parce que c'est toute une architecture. Mais par contre, c'est quand même... on ne va pas forcément citer des organismes. Il faut savoir que pour avoir un financement, il faut avoir un garant. Et moi, j'ai jamais compris comment. Ça sous-entend que si vous êtes seul en France, puisqu'on parle des immigrés, si vous êtes seul en France, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de garant, vous n'aurez pas de garant, et donc ça sous-entend que vous ne pourrez pas emprunter, même emprunter à des organismes qui sont spécialisés pour aider des créateurs d'entreprises. Puis encore dans une banque. Mais ce qu'il évoque, il a parfaitement raison. J'estime qu'il a raison. Mais, entre autres, moi, en tant que chef d'entreprise, je sais très bien que mensuellement, il me faut 25 000 euros en termes de réserve financière pour pouvoir assurer le personnel, la flotte de véhicules, les charges qui vont suivre pendant le mois. Et ça, par contre, je n'ai personne pour me les donner. Mais je partage totalement, mais simplement ce sur quoi j'essaie d'attirer l'attention, c'est dire en fait que effectivement, quand on s'engage dans une démarche d'entreprise, en fait, c'est quelque part qu'on a construit son projet en identifiant toutes les problématiques en fait qui peuvent se poser à nous. Donc c'est-à-dire qu'on a la compréhension des règles du jeu. C'est comme si on rentrait sur un stade de football et on le dit plus tard à l'arbitre, mais j'avais pas connaissance justement de la règle du jeu. Donc c'est-à-dire que quand on s'engage, c'est que quelque part on a justement conscience justement des règles qui vont régir justement l'exercice de son activité dans cet environnement-là. Donc c'est pas des choses qui sont, improvisées. Donc il y a tout un process qu'on devrait mettre en place pour pouvoir justement anticiper. Donc diriger, c'est prévoir. Donc quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on prend des risques. Et quand on prend des risques, ça veut dire qu'on est conscient des risques qu'on engage justement pour sa vie, que ce soit professionnel ou personnel. Et on a justement un ensemble d'outils qui nous permettent justement d'anticiper ou de faire face à ces situations si
elles arrivent. Donc, Alors, c'est la raison pour laquelle justement on crée souvent des provisions, et ça monsieur Ndoumbe le sait très bien. Permettez-moi de vous couper un peu, Vivien. Oui. J'entends tout ce que vous dites, mais ce qui est curieux, c'est que à l'observation, à quelques exceptions près, mais de manière générale, ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne notamment, semblent ne pas s'en sortir d'une manière générale. Pourquoi? Je sais pas sur quoi vous vous appuyez pour justement affirmer cela. Donc, comme je l'ai dit en fait préalablement, un projet d'entreprise en fait il se pense. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser 3 préalables qui sont importants pour justement engager un projet d'entreprise. La formation, donc c'est-à-dire le savoir-faire, l'expérience et l'opportunité. Il y a certains qui peuvent s'engager sans avoir ces 3 préalables. Ben, la difficulté sera encore plus grande pour ces personnes-là. Alors qu'une personne qui a le savoir-faire, qui a l'expérience et qui a flairé une opportunité et en capacité justement de construire une offre pour répondre à un besoin qui est insuffisamment satisfait ou pas du tout satisfait. Donc, si vous rentrez dans un jeu en n'ayant pas, je veux dire, toute la préparation nécessaire pour pouvoir justement faire face aux concurrents, c'est normal que vous fermiez boutique en fait très rapidement parce que justement il y a une concurrence qui existe et cette concurrence justement s'exerce au regard justement des règles qui ont été justement posées pour tous les participants. Merci beaucoup à Vivien Gattuso donc pour toutes ces informations. Alors, avant de nous quitter, dites-nous Vivien, que conseillerez-vous donc alors à ceux qui nous écoutent ce soir? Je veux dire en fait que entreprendre c'est une très belle aventure, hein, donc et n'entreprend pas qui veut, c'est qui peut. Et pour cela, quand on s'engage, quand on a cette fibre justement entrepreneuriale, on peut se former au métier de gestionnaire en justement mobilisant un ensemble de compétences ou d'outils qui nous permettront justement de pouvoir être un chef d'entreprise capable justement de pérenniser son activité. Entreprendre, je pense que c'est une aventure humaine assez forte parce que on crée, je veux dire, on met en œuvre en fait un idéal et c'est son idéal. Donc il n'y a pas mieux que ça, je pense, pour moi. Merci beaucoup à Vivien Gattuso. Je vous en prie. Henri Ndoumbe, j'ai entendu Vivien Gattuso, mais j'ai l'impression qu'effectivement, pour être chef d'entreprise, c'est pas donné en fait. Oui, c'est pas donné du tout. Mais c'est pas donné, c'est pour tout le monde. Hein. Et à ce niveau, on n'a pas une notion de race, de sexe. C'est pas donné pour tout le monde. Donc tout le monde, il y a, pour revenir peut-être dans la communauté, il y a Myriam Yelkouni qui entreprend et qui a un cabinet d'experts comptables. Ce n'est non plus donné. Mais on se bat tous les jours pour pouvoir mener à bien, comme l'invité le disait tout à l'heure, notre idéal. On a pris des objectifs, on s'est dit ceci, on voudrait le faire et on essaye de se lever tous les matins pour le faire. C'est ainsi qu'on est debout à 5h et qu'à 22h, on n'est pas couché. Apparemment, il y a toujours Henri Tiki qui est là. Bonsoir Henri Tiki. Lui qui est le psychologue clinicien pour nous donner un point de vue. Il semble ne pas être présent. Merci donc à Henri Ndoumbe pour toutes ces informations. On espère vous retrouver dans le mois. Merci à vous et puis bonne continuation à votre émission et puis bien de choses à vous. Merci. Merci, Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Les jeux de la technique semblent ne pas être avec nous, donc le temps que Serna Nessi Bouloukwe nous cale une musique pour remercier tous nos intervenants de ce soir. On les retrouvera donc éventuellement au cours de ce mois, comme je vous l'ai annoncé dans le début de l'émission, durant tout ce mois de février. Nous allons essayer de comprendre comment on peut faire pour être un chef d'entreprise qui peut pérenniser sa structure durant le temps qu'on peut le vouloir et également essayer de comprendre aussi pourquoi, effectivement, ceux qui sont issus des diasporas africaines semblent s'improviser chefs d'entreprise, sachant, comme le disaient effectivement nos intervenants de ce soir, qu'il n'est pas évident d'être chef d'entreprise, en sens qu'il faut déjà posséder un savoir-faire et fort probablement aussi posséder un réseau, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on est quelqu'un qui est dans le mouvement qu'on appelle la migration. On revient vers vous dans quelques instants. What's up? Switch. Amjui dunie, alichonifunza mama, na ndio maana amuishi kutukana. Amjui dunie, alichonifunza mama, na ndio maana amuishi kutukana. Kila kitu majaliwa, kupata nimebarikiwaga. Nini tilalila, usiku mchana unabwabwaja. Kwako mimpira, unanicheza unavyotaka. Kila siku beki leo, kipa nimekudaka. We mwanadamu gani uliyekosa aibu? Huenda kuna kosa nieleze kilichokusibu. Uishi zogoa zogoa, kila siku zogoa zogoa. Ukilala zogoa zogoa. Amjui dunie, alichonifunza mama.
participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien. Pendant que nous étudions donc notre brève production musicale, un autre auditeur nous a rejoint. Apparemment, c'est un chef d'entreprise. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Monsieur Nké. Bien, monsieur Nké, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce qu'il est facile pour vous d'être chef d'entreprise? C'est pas une question qui se répond de cette manière. Par oui ou par non? Oui, on ne peut pas dire oui ou non, mais on peut, à résumé, vous dire être chef d'entreprise, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Alors, pour comprendre, pourquoi avez-vous choisi d'être entrepreneur et non employé? Parce que, bon, voilà, faire le choix d'être chef d'entreprise, c'est nourrir son ambition, d'accord? C'est-à-dire que c'est rêver. Parce qu'un homme comme moi, j'ai choisi d'être chef d'entreprise parce que je rêve. Voilà, je me lève tôt le matin, je me couche tard, et continuellement, je me dis, bon, voilà, il faut rêver, il faut continuer, il faut travailler, il faut être optimiste dans la vie, il faut être persévérant, et voilà, quoi. Voilà. Et alors, dans quel domaine d'activité faites-vous? La surveillance. La surveillance. Voilà, surveillance et gardiennage. Et votre entreprise aujourd'hui compte à peu près combien d'employés? Combien de salariés? Aujourd'hui, je suis à 15 employés. 15 employés. Depuis combien d'années? Voilà. Depuis 2011. Pour dire, est-ce que pour vous, ce que vous faites, est-ce que tous ceux qui sont ambitieux, tous ceux qui ont vraiment le courage pourraient le faire? C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir envie pour commencer. Il faut avoir envie, il faut rêver, comme j'ai dit dès le départ. Il faut avoir l'agnac. Il faut avoir l'agnac. Voilà, il faut avoir. J'entends ce que vous dites, monsieur Nké, mais en revanche, on a l'impression qu'il y a d'autres obstacles qui se dressent sur le parcours d'une entreprise, surtout quand il vient, voilà, d'ailleurs, pour le cas de l'Afrique subsaharienne, comme vous. Est-ce que vous, pour votre cas, est-ce que vous n'avez pas eu un coup de pouce, par exemple, un ami qui vous a donné, voilà, un coup de pouce, ou alors vous avez eu la chance d'être dans un réseau? Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui? Ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est mon moral. Votre moral. Voilà, c'est le moral. Je peux vous raconter une anecdote. Très rapidement, cher monsieur, parce qu'on lui reste à peine 30 secondes. En 2 ou 3 phrases. Voilà, en 2 ou 3 phrases, c'est que j'ai eu l'envie. Et je suis arrivé dans ce que je connaissais pas dès le départ. D'accord? Et parce que je suis un homme dynamique, que je me suis lancé dans ce parcours. Et j'ai eu les hauts et les bas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai traversé beaucoup d'étapes que je peux pas vous raconter. On n'a pas beaucoup de temps, je peux pas vous raconter. Donc voilà, à résumer, il faut avoir envie. Voilà. Cher monsieur, on essaie de vous avoir la semaine prochaine ou un autre jour pendant ce mois de février pour que on puisse pénétrer dans votre univers.